Quand un proche disparaît, il faut d'abord prévenir la police pour qu'elle puisse retracer les derniers déplacements connus. Cela permet souvent de résoudre l'affaire. Certaines disparitions restent inexpliquées et deviennent des affaires non résolues qui déconcertent les enquêteurs pendant des décennies. Numéro 10. Benjamin Rosland avait 19 ans lorsqu'il a apparemment disparu dans la nature. Et à ce jour, personne n'a pu comprendre où il est allé ni ce qui lui est arrivé. Benjamin habitait sur Pershing Boulevard à Clinton, dans l'Iowa, avec ses parents dans la portion de la rue correspondant au numéro 900. Au moment de sa disparition en 2007, il cherchait à poursuivre ses études et avait commencé à suivre des cours au Clinton Community College. Cependant, ses projets ont été interrompus pendant quelques temps après son grave accident de voiture le 29 novembre de cette année-là. Lorsque les premiers secours sont arrivés sur les lieux, ils ont été stupéfaits par l'état du véhicule et n'ont pas pu extraire Benjamin de l'épave. Par conséquent, ils ont utilisé les pinces de désincarcération pour découper le véhicule afin qu'il puisse être pris en charge. Stabilisé, il a été héliporté à un hôpital d'Iowa City pour y recevoir des soins pour de graves blessures à la tête. Au cours de l'enquête qui a suivi l'accident, au cours de laquelle une autre personne a également été grièvement blessée, il a été révélé que le permis de Benjamin avait expiré et il a été arrêté. Il a été inculpé pour refus d'arrêt et conduite sans permis et une date d'audience a été fixée pour son procès. Mais Benjamin n'a jamais eu la chance de défendre sa cause, car il a disparu après avoir payé 5 000 $ pour obtenir un avocat. Après sa disparition signalée, sa famille a déclaré à la police qu'il ne fuirait jamais les accusations et qu'il les aurait prévenus s'il était parti volontairement. La dernière fois qu'il a été vu, c'était à 10h25, le 8 février 2008. Il avait rendu visite à un ami résidant dans le pâté de maison des 400 de la 10e avenue, aussi à Clinton. Sur place, il est parti à pied au magasin Hy-Vee en face pour acheter des snacks, mais n'est jamais revenu. Les vidéosurveillances autour du magasin ne montraient aucune trace de Benjamin, suggérant qu'il s'est passé quelque chose alors qu'il traversait la rue. Lors d'une opération de recherche organisée, la police a retrouvé une des chaussures de Benjamin dans la cour d'une maison vide, située à l'angle de la 13e avenue Sud et de la 3e rue. Son autre chaussure a été retrouvée peu après, côté est de la même rue. Les enquêteurs ont suivi son compte bancaire et son téléphone, mais aucun n'a été utilisé depuis sa disparition. Son compte d'épargne contient ce que la police a décrit comme une somme d'argent importante qui n'a pas été touchée. Lorsqu'il a disparu, il avait peu d'argent liquide et ne possédait pas de véhicule pour quitter la région. Rien d'autre n'a été trouvé et les enquêteurs ont demandé au public de rester vigilants au cas où ils apercevraient Benjamin ou tout élément lié à sa disparition. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns et les yeux bleus, mesurant 1,80 m et pesant environ 79 kg. Il a plusieurs cicatrices au visage à cause de l'accident et une sur le côté gauche de la poitrine. Vu pour la dernière fois, il portait un polo et des chaussures marron, une salopette camouflage et un jean bleu. Toute personne ayant des informations pouvant aider à résoudre l'affaire de Benjamin doit contacter le service de police de Clinton au 563 243 1548 en mentionnant le numéro de dossier de l'agence CL08 0580 ou Crime Stoppers au 309 762 9500, numéro 9. Cela fait 28 ans que Susan Lyle, surnommée Suzy par ses proches, a été vue pour la dernière fois et son affaire intrigue toujours les enquêteurs à Albany, New York. Suzy est née à Saratoga Springs, New York. Elle avait 2 aînés et a grandi principalement près de Ballston Spa, où elle est allée au lycée. C'était une élève exceptionnellement brillante qui a obtenu son diplôme avec mention en 1996. Ensuite, elle s'est inscrite à l'Université d'État de New York pour étudier l'informatique. Elle et Richard Condon se sont rencontrés et ont commencé à sortir au lycée, puis ont fréquenté des universités différentes. Au moment de sa disparition, Suzy vivait dans le dortoir Colonial Quad de l'université. Et pour gagner un peu d'argent afin de payer ses frais de scolarité, elle avait commencé à travailler dans un magasin de logiciels informatiques appelé Babbage's à Troy. Le magasin se trouvait dans le centre commercial Crossgates, situé à Westmere et Guilderland, à l'ouest du campus de Suzy. Sa mère a déclaré à la police que Suzy l'avait appelée le 1er mars 1998 pour lui dire qu'elle commençait à manquer d'argent. Sa mère lui a proposé de prêter de l'argent, mais Suzy a dit qu'elle attendait son prochain salaire et tiendrait jusque-là. Le lendemain matin, elle a passé un examen de mi-session, puis a assisté à plusieurs cours jusqu'à 16h.
Elle a ensuite travaillé chez Babbage's et fini son service à 21h. On sait qu'elle a quitté le magasin 20 minutes après sa fermeture. Et comme d'habitude, elle a ensuite pris un bus de la Capital District Transportation Authority et est retournée à son dortoir. Elle a été vue par l'un de ses camarades de classe en train de descendre du bus à l'arrêt Collins Circle vers 21h45. Elle avait environ 3 minutes de marche jusqu'à son dortoir, mais n'y est jamais arrivée et n'a plus été vue. Richard s'est inquiété en ne retrouvant pas Suzy le lendemain, et apprenant qu'elle n'était jamais revenue au dortoir, il a contacté ses parents. Ils ont contacté la police du campus qui leur a dit que les étudiants s'absentaient parfois et qu'elle reviendrait sûrement bientôt. Mais la situation est devenue sinistre. Le lendemain, 20 billets de $20 ont été retirés de son compte via un distributeur d'une supérette près d'Albany. Cela a été fait vers 16h, mais la caméra du magasin ne couvrait pas la zone du distributeur automatique pour une raison inconnue. On ignore donc qui a utilisé sa carte bancaire. Interrogé, Richard a affirmé que seul lui et Suzy connaissaient son code PIN. Il n'a plus été suspecté une fois son alibi confirmé. Il jouait à des jeux vidéo chez un ami lorsque Suzy a disparu. Mais il a refusé le test au détecteur de mensonges et a arrêté de coopérer avec les enquêteurs. Il s'est ensuite avéré que Suzy avait essayé de rompre avec Richard, mais il s'est mis à pleurer, alors elle a changé d'avis. En juin de cette année-là, on a retrouvé le badge d'employé périmé de Suzy chez Babbage's, sur un parking près de Collins Circle, sans savoir si elle l'avait perdu cette nuit-là. Par ailleurs, le chauffeur de bus qui l'a vue cette nuit-là n'a pas pu confirmer si elle était descendue à Collins Circle. L'un de ses collègues de chez Babbage's a rapporté que Suzy se plaignait depuis 1 mois d'être suivie, mais elle n'a jamais précisé par qui ni pourquoi elle le pensait. Une récompense de $20 000 est offerte pour toute information permettant de retrouver Suzy. Elle est décrite comme ayant les cheveux châtain clair, les yeux bleus, mesurant 1,60 m et pesant 77 kg. Elle a une tache de naissance sur le mollet gauche et une cicatrice sur le pied gauche. Elle a été vue pour la dernière fois portant un long manteau noir, une chemise noire et un jean bleu. Toute personne pouvant aider à résoudre l'affaire de Suzy doit contacter la police de l'État de New York au 500 19 700 83 3211 numéro 8. La disparition de Scott Hilbert, 18 ans, est considérée comme suspecte, car plusieurs indices troublants ont été découverts au cours de l'enquête. Mais aucun n'a aidé les enquêteurs à le retrouver. Scott, né en 1969, a commencé à étudier les percussions à Morehead State University, dans le Kentucky, où il était en première année, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Pendant les vacances de printemps de 1928, il a décidé de retourner chez sa famille à Milford, dans l'Ohio, pour passer du temps avec ses parents. On sait qu'il était là le 13 mars car il a laissé un mot disant qu'il partait voir un ami à l'université d'État de l'Ohio. Le mot finissait ainsi: « Je reviendrai plus tard. Je vous aime, Scott. » Ses parents avaient toutes les raisons de croire qu'il le reverrait avant le 21 de ce mois, puisqu'il était censé reprendre les cours ce jour-là. Mais il n'est pas revenu et ne les a pas contactés pour leur donner de nouvelles sur l'endroit où il se trouvait. Le campus se trouve à environ 90 minutes de la maison, et il s'y est rendu avec la voiture familiale, une Ford Tempo noire de 1984. Lorsqu'il ne s'est pas présenté à ses cours, ses parents ont commencé à s'inquiéter, et ils ont signalé sa disparition à la police. À ce moment-là, il était parti depuis 8 jours, ce qui laissait beaucoup d'incertitudes aux enquêteurs. Il n'avait aucune idée de la personne avec qui il avait passé du temps pendant son absence. Et au début, aucune trace de Scott ne pouvait être trouvée. Les recherches n'ont donné aucun indice, mais quelques semaines plus tard, le 1er avril, la voiture de la famille a été retrouvée dans la région sauvage des montagnes Beaver Dam, en Arizona, à 2700 km de là. Les 2 plaques d'immatriculation manquaient et n'ont jamais été retrouvées. Les enquêteurs pensent que quelqu'un a tenté de pousser la voiture d'une falaise, mais a abandonné quand elle s'est coincée contre un arbre. Près du véhicule, ils ont trouvé la clé de la chambre universitaire de Scott, une clé en croix, du shampoing et une lame de cuisine. Sa valise avec ses vêtements et effets personnels a disparu et n'a jamais été retrouvée. Sa famille n'a pas non plus pu expliquer pourquoi il avait la lame avec lui. Dans la voiture, ils ont trouvé un annuaire californien et un carnet d'allumettes d'un restaurant de Denver. On pense que ces 2 objets étaient à la personne qui a tenté de pousser la voiture de la falaise. Des empreintes digitales non identifiées ont été trouvées sur la voiture, sans jamais savoir à qui elles appartenaient. On sait que la voiture a parcouru 3800 miles depuis le jour où Scott a disparu, bien qu'elle a été retrouvée à 1700 miles de la maison familiale.
Scott a les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure environ 1,83 m et pesait environ 68 kg lorsqu'il a disparu. Toute personne ayant des informations utiles sur son cas est priée de contacter le service de police de Union Township au 513 700 52 230. Le nom de Scott en tant que numéro de dossier est MP 7926. Numéro 7. En 1986, Joyce Walcott, âgée de 19 ans, avait connu une série de malchances extraordinaires, mais elle décida de changer les choses en cherchant un bon emploi. Et elle était en train de le faire lorsqu'elle disparut soudainement. Joyce, l'une des 5 enfants, a perdu son père à 9 ans, puis la famille a déménagé à Farmington, Nouveau-Mexique. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était pas heureuse là-bas, et en 1985, elle a décidé de prendre son indépendance. Elle a emménagé à Reseda, Californie, chez sa tante Irene et son cousin Jason. Elle s'est inscrite au lycée de Reseda pour obtenir son diplôme, mais 2 accidents de voiture comme passagère ont retardé ses projets. Au départ, elle ne semblait pas gravement blessée, mais il a ensuite été constaté qu'elle aurait pu subir une séparation entre sa colonne vertébrale et son crâne. Elle a été opérée, mais avait du mal à se concentrer en cours à cause de la minerve qu'elle portait. Elle a ensuite fréquenté Scott Noon, qui vivait dans le même immeuble. Elle a emménagé avec lui et son frère en mars et a décidé de prendre son destin en main en cherchant un emploi. Elle a récupéré de nombreux formulaires de candidature et a postulé dans des magasins et des entreprises du quartier. Le 29 avril, Joyce, la sœur de Noon et la petite amie de son frère ont quitté l'appartement pour déposer quelques candidatures. On sait qu'elle s'est rendue dans un 7-Eleven au Vons Market et chez Winchell's Donut House, tous situés sur Sherman Way. Ses amis l'ont attendue chez Winchell's pendant qu'elle déposait une candidature dans le magasin Savons, juste à côté, mais elle n'est jamais revenue. Noon est rentré chez lui cet après-midi-là et a appris la disparition de Joyce. Il a signalé une disparition, mais on leur a à tort demandé d'attendre 24 heures. Une enquête a été ouverte le lendemain, mais la police de West Valley semblait toujours indifférente. Ils ont supposé que Joyce avait simplement décidé de quitter la région de son propre gré, malgré le fait qu'on leur ait dit que cela ne pouvait pas être le cas. La police a finalement mené des entretiens, mais Noon et son frère ont dû distribuer les tracts avec les détails de l'affaire. Plus tard, des témoins diront avoir vu Joyce pleurer sur un banc d'arrêt de bus, et un autre l'a aperçue serveuse dans un restaurant à Encino. Aucune nouvelle piste n'a été trouvée depuis, et la famille de Joyce a rendu sa description publique. Elle a de longs cheveux auburn, les yeux marrons, mesure 1,60 m et pèse 48 kg à l'époque. Elle portait un pull en coton rayé bleu et blanc, un jean bleu, une ceinture blanche et des chaussures blanches lors de sa dernière apparition. Elle portait aussi une montre Timex LCD et un collier en métal jaune avec un pendentif licorne. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où se trouve Joyce est priée de contacter le département de police de Los Angeles au 213 485 2806. Son nom est, le numéro de dossier est MP 3063. Numéro 6. Les enquêteurs sont toujours perplexes quant à ce qui est arrivé à Charles Hope, âgé de 41 ans, qui a disparu de Brooksville, en Floride, depuis le 1er avril 1982. On sait qu'il a dîné dans un restaurant de fruits de mer ce soir-là, mais ses déplacements ensuite restent inconnus. Charles, également connu sous le nom de Charlie, est né à Brooksville en 1940. Sa famille y vivait depuis longtemps, donc ils étaient très connus dans la région. Il fait partie de 6 frères et sœurs et a très tôt montré un intérêt pour la chasse et la pêche. À l'école, il est devenu un athlète prometteur et on dit qu'il était un élève exceptionnel. Lorsqu'il avait seulement 17 ans, il a épousé une femme nommée Alice et ils ont eu 4 enfants ensemble. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il a travaillé dans la construction, mais a vite réalisé que ce métier ne lui convenait pas et s'est tourné vers l'immobilier. Il a rapidement réussi et est devenu un homme d'affaires en vue dans la région. Élu président de l'autorité portuaire de la vallée d'Hernando, il a excellé à ce poste. Le mariage de Charlie finirait par prendre fin, tout comme son second, et on dit que c'était parce qu'il était un peu coureur de jupons. Il était réputé pour sa franchise, son humour et sa gentillesse envers son entourage. Lui et sa première femme, Alice, sont restés amis malgré leur divorce et étaient réputés très proches. En mars 1982, plusieurs amis ont remarqué un changement étrange dans son comportement. Lorsqu'il était en Géorgie pour assister à la cérémonie de fin d'instruction de son fils Scott, il a fait des déclarations inhabituelles. Il a assuré à Scott qu'il veillerait à ce que Scott soit pris en charge s'il arrivait quelque chose à Charlie. À ce moment-là, il avait un petit-fils qu'il a rendu visite chez Alice le 30 mars.
Alice dira plus tard qu'il semblait réticent à partir et très silencieux pendant la visite, sans qu'elle en comprenne la raison. Elle a ajouté qu'elle s'est inquiétée sans comprendre ce qu'il tracassait. À un moment donné, il a dû répondre à un appel, et lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, il n'a pas voulu faire de commentaires. Le soir suivant, il a dîné au Redfish Seafood and Steakhouse, accompagné de quelques amis et de son oncle. Pendant le dîner, il a mentionné qu'il irait chez sa petite amie dès qu'ils auraient terminé. Et tout au long du repas, il semblait perturbé. À un moment donné, il a dû se lever et simplement quitter le restaurant, mais personne ne l'a vu partir. C'était la dernière fois que Charlie a été vu. On pense qu'il est parti vers 1h du matin, mais l'heure exacte n'a jamais été confirmée de façon définitive. Il a laissé sa boisson sans la finir sur la table, ce qu'il ne ferait normalement jamais, selon ses amis. Son camion a été retrouvé abandonné devant son travail, mais il n'est jamais arrivé pour son service. Son bureau était fermé à clé, et à l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé son matériel de pêche et ses armes à feu. D'importantes recherches ont été menées, mais malgré le ratissage des bois et des marais, aucune trace de Charlie n'a été retrouvée. Après la découverte des restes d'un autre agent immobilier, on a soupçonné qu'un tueur en série pouvait sévir dans la région, mais cette théorie a finalement été écartée. Depuis, diverses théories suggèrent qu'il aurait commencé une nouvelle vie ou rejoint le programme de protection des témoins, mais aucune n'a été prouvée. Il portait une chemise hawaïenne bleue lors de sa dernière apparition. Il est décrit avec des cheveux gris, des yeux bleus, mesurant 1,70 m et pesant 84 kg. Toute personne ayant des informations supplémentaires sur l'affaire de Charlie est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Hernando au 35-275-46830. Son numéro de dossier est MP50 et 1573. Numéro 5. En ce qui concerne les crimes tels que les enlèvements, les vols de véhicules avec violence et les disparitions inexpliquées, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus dangereux au monde. C'était déjà vrai en 2018, lorsqu'une étudiante norvégienne nommée Marie Hustvold a décidé de voyager dans ce pays et qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. Après son arrivée à Sedgefield, dans le Cap occidental, elle faisait partie d'un groupe de touristes traversant la région le 18 avril, qui devait s'enregistrer à l'auberge Afro-Vibe Backpackers, près de Miol Beach. Le groupe a dit à la police que Marie était partie se promener après le départ d'un couple, mais que ces derniers étaient vite revenus à cause d'un vent fort. Ils ont vu Marie assise sur la plage, mais ont choisi de ne pas la déranger. Avant de partir, ils ont pris une photo de l'océan, et ce fut la dernière fois qu'on vit Marie. Le dîner a été servi à 19h, mais elle n'est pas arrivée, ce qui a suscité une certaine inquiétude au sein du groupe. Ils ont essayé d'appeler son téléphone portable, mais n'ont pas eu de réponse, et à 19h11, le guide a signalé à l'Institut national de sauvetage en mer la disparition de Marie. Environ 20 minutes plus tard, une recherche a débuté avec des chiens, la police et la police communautaire de Sedgefield, mais aucune trace de Marie n'a été trouvée. La plage, l'embouchure de la rivière, les dunes et les environs ont aussi été fouillés, sans résultat. Le temps était très mauvais et la mer agitée, on a supposé qu'elle avait cherché refuge à proximité. Plus tard, une paire de chaussures blanches, un chapeau blanc et un iPhone ont été retrouvés sur la plage. Les chaussures et le téléphone étaient bien à Marie, mais le chapeau restait mystérieux. Pendant plusieurs jours, les recherches aériennes, maritimes et terrestres n'ont pas permis de retrouver Marie. Certaines personnes ont déclaré qu'elle portait un haut blanc et un jean bleu lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, tandis que d'autres ont rapporté qu'elle était habillée d'un haut à fleurs sombre avec un pantalon noir. Faute d'indices, les recherches ont été abandonnées et Marie n'a jamais été retrouvée. Si vous avez vu Marie cette nuit-là ou si vous avez des informations pouvant permettre de la retrouver, veuillez contacter le service de police de Nisna au 044 200 36 660 numéro 4. Becky Gary, dont le vrai prénom était Rebecca, a déménagé à Bâton Rouge, en Louisiane, avec sa fille en 1988. Cette année-là, sa fille a fêté Noël chez les parents de Becky à Shreveport, tandis que Becky est restée à la maison. En parlant de cela après coup, sa fille a trouvé cela très étrange puisque la visite n'avait pas été organisée et que c'était une décision de dernière minute. Sa fille de 12 ans l'a suppliée de venir avec elle, mais Becky est restée ferme et n'a rien voulu entendre. Elle a donc acheté un billet de bus aller simple pour sa fille, qui était alors très frustrée et en colère face à la situation. Elles se sont violemment disputées jusqu'à ce que sa fille monte dans le bus. Sa fille pense maintenant que Becky essayait de la faire quitter la région, mais personne ne sait pourquoi. Lorsque Noël est dépassé sans aucune nouvelle de Becky, le reste de la famille a commencé à s'inquiéter qu'il se passe quelque chose d'anormal.
Le 27 décembre, ils ont été contactés par la sœur de Becky qui lui avait parlé. Elle a déclaré qu'elle pensait quitter Bâton Rouge parce que, selon ses propres mots, ça ne marchait pas et qu'elle avait besoin que quelqu'un vienne la chercher. Malheureusement, Becky n'a jamais donné de détails sur les raisons pour lesquelles les choses ne marchaient pas. Mais le message a été transmis à sa meilleure amie et on a supposé qu'il viendrait la chercher, mais ce n'était pas le cas. La police a été contactée, mais la famille a été choquée d'apprendre qu'elle pensait qu'elle s'amusait quelque part. On leur a même déconseillé de signaler la disparition, ce qui est très étrange. En janvier de l'année suivante, le gestionnaire de l'immeuble de Becky a informé sa famille que son loyer était en retard et qu'elle n'était pas chez elle. On lui a demandé d'entrer dans l'appartement, ce qu'il a fait à contre-cœur et ce qu'il y a découvert l'a laissé perplexe. La machine à café était allumée avec 2 tasses de café sur le comptoir. La baignoire était pleine et les affaires de Becky emballées, mais elles restaient introuvables. Le loyer impayé a entraîné que ses affaires soient dans la rue. Un membre de sa famille est allé à Bâton Rouge les récupérer. La police a été appelée, mais une fois de plus, elle a montré peu d'intérêt et n'est jamais venue à l'appartement. Ainsi, des preuves importantes, comme des empreintes digitales, n'ont pas été recueillies. Ils affirmeront plus tard qu'un dossier de disparition n'a été ouvert que le 20 janvier, alors que la famille avait tenté de signaler la disparition dès le 27 décembre. Il serait révélé plus tard que Becky portait une enveloppe manie avec elle avant de disparaître. Et elle avait dit à sa mère que si jamais il lui arrivait quelque chose, sa famille pourrait trouver l'enveloppe scotchée sous son lit. Après sa disparition, ils ont fouillé sous son lit et son matelas. Mais l'enveloppe avait disparu et nul ne sait ce qu'elle contenait. Becky n'est jamais revenue et sa fille a été élevée dès lors par ses grands-parents. Elle espère toujours qu'ils sauront ce qui lui est arrivé. La police indique que l'enquête est en cours, mais elle est au point mort, aucun nouvel indice n'ayant été trouvé. Becky avait les cheveux bruns et les yeux verts. Elle mesurait 1,55 m et pesait 48 kg à l'époque. Toute personne pouvant aider à résoudre son affaire doit contacter le service de police de Bâton Rouge au 225 300 429 2000 numéro 3. Robert Terence McLaughlin, un rappeur également connu sous le pseudonyme de Royal Francis, fait l'objet d'une enquête pour disparition qui a débuté en septembre 2017 et qui n'est toujours pas résolue. À l'époque, il était un rappeur reconnu à Jacksonville, en Floride, salué pour ses paroles accrocheuses et ses spectacles énergiques. Bien que sa vie semblait être sur la bonne voie, y arriver n'a pas été facile, comme en témoigne un incident survenu en 2014. Cette année-là, Robert a été impliqué dans un accident de voiture qui a changé sa vie à jamais. Il a subi un traumatisme crânien, mais grâce à des soins médicaux appropriés et au soutien de ses proches, il a finalement pu reprendre sa carrière musicale. Il a eu des pertes de mémoire, mais a remarquablement récupéré. Cependant, le 24 septembre 2017, les choses allaient empirer. Sa mère a déclaré qu'il lui avait rendu visite ce jour-là et qu'ils avaient regardé le match des Jacksonville Jaguars chez elle. Il est parti plus tard dans la soirée pour rejoindre des amis et jouer au basket. Avant d'y aller cependant, on sait qu'il est d'abord retourné à son appartement, qui se trouvait dans le complexe Capper Landing, puisque plusieurs témoins l'ont vu là-bas vers 22 h. C'était la dernière fois que quelqu'un avait eu le moindre contact avec Robert. Lorsqu'il n'a pas pu être localisé le lendemain, sa famille a contacté la police et une enquête a été ouverte. Ses amis et sa famille ont cherché dans les lieux fréquentés par Robert, mais personne ne l'avait vu. Les semaines suivantes, sa mère Angela s'est montrée de plus en plus frustrée par l'enquête. Elle a dit aux médias qu'elle n'avait jamais de nouvelles des enquêteurs et ignorait généralement ce qui était fait pour retrouver son fils. Lorsque la police s'est rendue à l'appartement de Robert, ils ont trouvé sa voiture garée à son emplacement habituel. Et à l'intérieur de l'appartement, ils ont découvert plusieurs de ses effets personnels, dont son portefeuille, sa carte d'identité et ses vêtements. Son téléphone et ses clés d'appartement restent introuvables, supposés être avec lui lors de sa disparition. Ses proches affirment qu'il n'a pas disparu volontairement, car il avait des spectacles prévus en Géorgie. Un voisin de Robert est venu avec plus d'informations. Ils ont affirmé avoir vu une Dodge Charger noire entrer dans le complexe, puis Robert y monter, sans toutefois bien distinguer le conducteur. Ce qui a suscité encore plus d'inquiétude, c'est le fait que Robert s'est d'abord disputé avec quelqu'un qui était assis dans la voiture alors qu'il se trouvait encore sur les marches du complexe. Mais il a fini par sembler se calmer avant de monter dans la voiture, ce qu'on lui avait demandé de faire. Entre-temps, la police a supposé que Robert s'était simplement installé dans une nouvelle région, et sa famille a été informée qu'il avait plus de 18 ans, donc il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais la police affirme que l'affaire reste ouverte et que toute nouvelle piste reçue sera suivie.
Robert est décrit comme ayant les cheveux noirs et les yeux marrons, mesurant 1,78 m et pesant entre 68 et 95 kg. Vu pour la dernière fois en short et t-shirt noir, il a des tatouages au bras, une dent en or et une barbe avec dreadlock lors de sa disparition. Toute personne pouvant aider dans cette affaire doit contacter le département de police de Jacksonville au 90-463-02627, numéro 2. Beaucoup de gens pensent qu'un acte criminel est impliqué dans la disparition de Jamie Jo Tate, une femme de 33 ans originaire d'Indianapolis dans l'Indiana, qui n'a pas été vue ni entendue depuis juillet 2020. L'affaire a commencé le 31 de ce mois-là lorsque Jamie s'est rendu chez son ex-petit ami, Robert Sorrell Jr., dans le bloc 500 de South Warman Avenue. Le couple était ensemble depuis un certain temps, mais Jamie a décidé de mettre fin à la relation lorsque Sorrells est devenu violent envers elle. Après leur rupture, Sorrells n'a pas accepté la fin de la relation et a commencé à traquer et harceler Jamie sans relâche. On ignore ce qui s'est passé, mais des témoins ont dit à la police avoir entendu du bruit dehors vers 5 heures le lendemain. Lorsqu'ils ont enquêté, ils ont vu Jamie et Sorrells en train d'avoir une vive dispute devant sa maison. La dispute n'a fait qu'empirer à partir de là, et finalement Sorrells a attrapé Jamie et l'a traîné à l'intérieur de sa maison. Il n'est pas étonnant qu'il soit devenu le principal suspect dans l'affaire de Jamie, car c'était la dernière fois qu'on l'a vue. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle comme prévu, sa famille a commencé à s'inquiéter et l'a signalée comme disparue auprès du service de police métropolitain d'Indianapolis le 5 août. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'elle avait été vue, ce qui a mis les enquêteurs en difficulté. Ses amis et sa famille ont tous été interrogés, mais personne n'avait la moindre idée de l'endroit où Jamie pouvait se trouver. Plusieurs personnes ont été désignées comme personnes d'intérêt, mais sans indice, l'enquête semblait au point mort. Des mandats de perquisition ont été délivrés et exécutés sans succès, puis la police a sollicité l'aide du public pour obtenir des informations. Ils ont indiqué avoir reçu des infos qui leur font penser qu'il était arrivé quelque chose de suspect à Jamie. Le voisin de Sorrell s'est alors manifesté pour rapporter ce qu'il avait vu cette nuit-là, et plusieurs autres voisins ont été interrogés au cas où ils auraient des informations supplémentaires sur la dispute animée, mais personne n'a pu fournir d'autres indices. Il s'est également avéré que, alors qu'elle marchait sur West Washington Street vers 15h30 l'après-midi du 31 juillet, quelqu'un dans une voiture bleue a essayé de la renverser, mais elle a réussi à s'écarter juste à temps. Il n'a jamais été confirmé si cela avait un lien avec sa disparition, mais comme un acte criminel est fortement suspecté dans son cas, cette possibilité n'a pas été écartée. Dans les mois suivants, certains amis ont posté des commentaires en ligne, inquiétant encore plus les enquêteurs. Ils ont dit que Jamie aurait pu être témoin d'un crime impliquant Blake Berneau, retrouvé mort. Ils ont supposé que, puisqu'elle avait été témoin du crime, elle était peut-être devenue une cible pour les personnes qui ont mis fin à la vie de Burnell et qu'elles étaient responsables de sa disparition. On suppose qu'elle collaborait avec la police et que les criminels l'ont réduite au silence. Tout cela reste des suppositions et le sort de Jamie demeure un mystère non résolu. Elle est décrite comme ayant les cheveux bruns et les yeux bleus, mesurant 1,68 m et pesant 64 kg. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur cette affaire est priée de contacter le service de police métropolitaine d'Indianapolis au 317-327-6160. Le numéro de dossier de Jamie est MP73687. Numéro 1. Selon les amis et la famille de Michael Strone, âgé de 38 ans, il avait du mal à surmonter son chagrin peu de temps avant sa disparition en juin 1992. On savait qu'il avait une relation proche avec ses parents, mais sa mère était décédée quelques mois plus tôt. Cela l'a profondément affecté, ce qui est compréhensible, et il a été suggéré que cela pourrait avoir joué un rôle dans sa disparition. Michael vivait avec ses parents à Newcastle-upon-Tyne, où il travaillait comme cariste. Mais en 1990, il a été licencié. Cela l'a mis dans une situation financière difficile, et il a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour joindre les deux bouts. Parfois, il travaillait de nuit comme videur dans des bars ou des boîtes, ou comme mécanicien. Ses amis ont déclaré à la police qu'il était très sociable, sympathique, et fréquentait souvent les pubs du quartier, car il n'avait pas d'emploi à temps plein. Très connu dans le quartier, son caractère facile à vivre faisait que l'on profitait souvent de lui. Les semaines avant sa disparition, la situation de Michael semblait s'améliorer. Il a confié à un ami qu'il avait des affaires en cours qui lui rapporteraient beaucoup d'argent. Il a dit vouloir acheter une Mercedes-Benz, mais ses amis, le trouvant parfois extravagant, ne l'ont pas pris au sérieux.
Des témoins affirment avoir vu Michael pour la dernière fois au pub Percy Arms le 19 juin de cette année. Peu de temps avant de partir, il a parlé au propriétaire du pub, Peter Owens, vers 20h40. Il a rapporté que Michael lui avait dit qu'il attendait qu'on vienne le chercher et a ajouté que lui et la personne qui conduisait la voiture allaient se rendre à Durham pour récupérer un chapiteau. Un de ses amis malades a raconté que Michael lui avait rendu visite avec des milliers de livres en liquide. Il a dit qu'il était en route pour rencontrer un homme nommé Don, mais n'a pas donné plus de détails. Comme il n'était pas rentré chez lui, il a été signalé comme disparu et sa voiture retrouvée à une centaine de mètres du pub où il avait été vu pour la dernière fois. Son chapeau a été retrouvé à l'intérieur, mais le véhicule n'a rien révélé d'autre. Quelqu'un a dit à la police que Michael avait été agressé environ 2 semaines avant sa disparition. Mais la nature de l'attaque et le nom de l'agresseur restent inconnus. En 2013, 2 hommes de Tyndale à Newcastle ont été arrêtés car on pensait qu'ils étaient responsables, mais ils ont finalement été libérés sous caution. Il est décrit comme mesurant 1,90 m et pesant 146 kg. On ne dispose pas de beaucoup plus d'informations sur sa disparition, mais on pense qu'il portait une barbe et une moustache fournies lorsqu'il a disparu. Toute personne pouvant aider la police dans l'affaire, Michael doit contacter la police de Northumbrie au 101. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknown et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.